Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, on reçoit une véritable légende du sport français. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. J'ai l'honneur de recevoir Julien Absalon. Comment tu vas après ces quelques jours d'activation? Parce qu'on parlera de ta carrière, de ton après-carrière. Et j'ai vu que tu étais très sollicité dans le cadre du Rock d'Azur. Donc merci pour ta présence. Comment tu te sens là justement après toutes ces activations aujourd'hui? Très bien, c'est que là on est dans le cadre du Rock d'Azur, pas mal d'activations, et puis on va aller à la rencontre du public aussi, des passionnés de VTT. Ça fait toujours plaisir de vivre ces moments-là au Rock d'Azur en fin de saison. Ça clôture une belle année de VTT, donc du plaisir. Toujours du plaisir d'être ici. On va essayer de parler de tout ça parce que tu me le disais en off, tu as cette passion du cyclisme, tu as aussi cette passion de la course à pied. J'espère qu'on aura le temps d'en parler avec la pratique du trail, la double pratique finalement maintenant aujourd'hui dans ta pratique sportive. J'avais envie d'emmener les auditeurs sur ta carrière, sur ton sport aussi. C'est aussi l'ambition dans la tête d'un cycliste de montrer tout l'univers qu'il peut y avoir dans le cyclisme. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous emmener au cœur de ta pratique? C'est quoi réellement le VTT pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? J'étais spécialiste de VTT cross-country olympique. J'ai gagné 2 fois les Jeux, donc 2004-2008. Et mon VTT cross-country, c'est un mass start. On part tous ensemble sur un circuit. Les circuits maintenant sont de plus en plus courts, mais entre 4 et 5 tours, maintenant 8, 9 tours. Le début de ma carrière, c'était environ 2h15 de course. Maintenant, c'est 1h30. Ok. Donc autant de montée que de descente, sport d'endurance, d'explosivité, de pilotage. Voilà, c'est tout ce que j'aimais et ce que j'aime toujours dans ma discipline. Comment tu découvres cette discipline, le VTT cross-country? Comment ça arrive finalement dans ta vie? C'est arrivé totalement par hasard. J'ai grandi dans un petit village dans les Vosges. J'ai pratiqué énormément de sports différents. Je me lassais très vite. Je commençais quelque chose et puis au bout de quelques mois, je passais à un autre sport. Okay. Mais j'ai toujours été sur un vélo puisque habitant la campagne, j'étais tout le temps dehors. J'étais un enfant qui était tout le temps en extérieur. Et on construisait avec mon frère des bosses, puis on allait sauter avec nos petits BMX. Et le voisin de mes parents a commencé à m'amener le dimanche matin en balade en forêt. Okay. Découverte avec du vrai VTT, voilà, en mode randonnée. Et puis rapidement, il a dit à mes parents, mais ils se débrouillent bien. Il y a une compétition pas très loin ce week-end. Ce serait peut-être sympa d'essayer. Incroyable. Et tout de suite, j'y suis allé. Et de suite, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Ah ouais. De suite. Et comment t'expliques que, tu vois, avant, tu me dis, je me lassais un petit peu de tout ce que je faisais, et là, tu me dis de suite, c'est quoi la petite flamme qui s'est allumée? Déjà, pour moi, là, déjà enfant, le vélo, c'est le premier outil d'aventure, d'exploration. T'es enfant, t'as un vélo, tu peux aller plus loin, sortir un peu autour de la maison, aller explorer les alentours. Donc c'est vraiment un outil de liberté. J'adorais pédaler en forêt. Et donc c'est ce côté-là, voilà, à la fois sport d'endurance, mais en forêt. Et puis ce côté fun, pilotage, m'a plu tout de suite. Et également, je pense rapidement, j'ai pris conscience que j'avais des capacités. J'ai pratiqué longtemps, les 2 seuls sports que j'ai fait longtemps, c'est le judo et le ski de descente. Okay. Donc, habitant les Vosges, j'étais sur les skis dès l'âge de 3 ans, j'ai pratiqué en compétition jusqu'à mes 16 ans. Mais je ne suis pas devenu un champion en ski, ni en judo, parce qu'en fait j'ai compris. Et maintenant, c'est clair, j'ai plutôt des qualités d'endurance que d'explosivité. Okay. Donc je pense aussi ça joue quand très rapidement et tu te rends compte que dès la première course, je fais 4e. Petite course régionale, mais voilà, j'étais dans le coup. La deuxième course, je remporte la course. Et puis, donc ça m'a plu. Et j'ai aussi fait les bonnes rencontres très rapidement dans ma carrière. Tout d'abord, mon entraîneur, c'était R, un conseiller technique régional, et qui lui aussi a détecté quelque chose lorsqu'il m'a vu sur la toute première course. Il m'a proposé de m'entraîner pour viser le championnat de France. Voilà, et donc première année, j'étais cadet, j'ai commencé tard, j'avais 14 ans. Okay. Et après quelques mois de pratique, je termine 4e du championnat de France, cadet. Donc il a su me driver, et mais il a vraiment détecté un potentiel en moi pour m'amener à... Il savait qu'il fallait attendre, qu'il fallait être patient, et l'idée c'était pas de gagner dans les jeunes catégories, mais c'était d'y aller progressivement pour performer
chez les élites. Et avec du recul, quand tu parles de cette flamme qui s'est allumée en toi, comme tu me dis, tu as tout de suite compris que c'était ça qui t'animait. Tu parles de la technique, tu parles de la compétition. Et aujourd'hui, si moi je le prends de mon prisme où je vois ton palmarès, quel est le pilier qui fait que voilà, tu as vraiment continué ce sport? Et est-ce que c'est la compétition, c'est le fait de vouloir gagner? Est-ce que c'est le fait d'être en extérieur? Est-ce que c'est multifactoriel? Pourquoi cette flamme elle est restée allumée et elle a grandi, j'ai envie de dire? Ouais, au début, je pense que c'était vraiment un jeu. Je m'amusais simplement, je m'amusais sur le vélo. Mon entraîneur aussi a réussi à garder ça, c'est-à-dire que je faisais de l'entraînement, mais je m'amusais d'abord. Et puis ensuite, vraiment, la compétition est arrivée et j'ai vraiment pris goût à ça, à la victoire. On devient très vite addict à la victoire, c'est vraiment une drogue puissante et quand tu y as goûté, tu as envie de retrouver les sensations. Et pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, justement, cette fameuse victoire, si tu dois nous emmener avec toi au moment, et c'est ça qui est super fort à chaque fois, je trouve, dans le vélo. Vous faites un effort, on se demande encore comment vous arrivez à rouler, vous lâchez les mains, parfois vous faites quelque chose de spectaculaire aussi. Comment il se passe quoi dans ta tête au moment où tu me dis finalement c'est une certaine addiction cette victoire? Il se passe quoi à ce moment-là précis où le speaker il crie ton nom, il y a l'atmosphère? Est-ce que tu peux nous emmener avec toi dans ce moment-là? C'est vraiment difficile à décrire parce que c'est une explosion à l'intérieur, il se passe tellement de choses. Tu es concentré sur donc déjà toute ta prépa, tu es concentré sur ta prépa, mais ensuite pendant la course, concentré sur ce que tu dois faire, sur l'objectif, sur les concurrents, sur le pilotage, sur le ressenti de l'effort, etc. Un peu comme dans une bulle, souvent quand tu es vraiment dans un état de flow où tout se passe bien, les sensations sont bonnes, tu n'entends pas vraiment, même les spectateurs, tu entends brouhaha, c'est vraiment une bulle hermétique autour du coureur. Et parce qu'il y a besoin de cette concentration pour performer. Et par contre, une fois à la dernière ligne droite, lorsque tu peux commencer à sortir de cette bulle et parce que ça y est, plus rien ne peut arriver. Et là, il y a tout qui sort d'un coup, quoi. Et là, tu les entends, là, les spectateurs, sur cette... Dans la dernière ligne droite, oui. Okay. C'est sûr que là, tu peux sortir de ta bulle, tu peux réaliser que c'est gagné et profiter du moment. Cette fameuse bulle, cet état de flow, comme toi tu l'exprimes aussi, tu as appris à le connaître, tu l'as découvert à un moment donné sur une course ou c'est quelqu'un de ton entourage, ton coach, etc., qui t'a amené à découvrir cet état-là? Non, c'est venu tout seul. Alors en deux phases, c'est-à-dire que la première fois que j'ai connu cet état de flow, c'était en 2004 à Athènes. J'avais gagné déjà le championnat du monde junior en 98, il y a eu mais vraiment le pur état de flow, c'est la première fois que je l'ai connu, c'était en 2004. Donc, pour préciser un petit peu, il s'est passé quelque chose dans ma vie au début 2002, j'ai perdu mon père. Et il y a pas mal de choses qui sont... forcément, quand tu vis une épreuve très difficile, tu en ressors différent. Mais ça m'a vraiment renforcé. Parce que quand tu vis quelque chose de dur, de très dur, plus rien... Souffrir sur un vélo, c'est pas dur, quoi. C'est ce que... Derrière, c'est ça ça m'a renforcé en ce sens que... Plus rien ne me paraissait dur parce que il suffisait que je repensais à cette épreuve et derrière sur le vélo, je suis devenu un tueur. Ouais, c'est fort. Donc, et donc ça m'a vraiment renforcé. Je pense que la plupart des champions ont certainement vécu quelque chose de difficile qui les a renforcés, qui a un truc mental qui s'enclenche et qui est différent ensuite. Et Athènes, j'étais pas favori puisque j'avais pas encore gagné de course internationale. Je continuais ma progression, souvent podium chez les élites dès ma première année chez les élites. Mais j'étais plutôt tranquille, j'étais pas cité parmi les chances de médaille, ce qui m'allait bien parce que j'avais pas vraiment de pression. Et moi, dans la tête, j'avais quand même un petit... J'y pensais quand même. Et j'étais totalement là, vraiment dans une bulle. Toute la fin de la prépa, toute la semaine au village olympique à Athènes.
j'étais programmé, je m'étais programmé pour arriver sur la ligne de départ au top. Donc programmé, c'est-à-dire, quand je dis programmé, c'est vraiment ça, c'est que mentalement, tu te dis, il est l'heure de dormir, je dors. Il est l'heure de s'entraîner, je m'entraîne. Tout est calé pour qu'il n'y ait pas de place à l'imprévu. Et c'est vrai que souvent, on me pose la question, mais comment vous faites, les sportifs, pour dormir la veille d'une grande échéance comme les Jeux Olympiques? En fait, c'est une programmation mentale qui te permet de tout faire de manière automatisée. Si tu automatises tout devient facile parce qu'il n'y a plus de questions à se poser. C'est les questions qui... Si tu as des questions dans la tête ou si tu doutes dans la tête, tu gamberges. Et alors que là, il n'y a plus à gamberger. Ouais, c'est fluide. C'est fluide. Et toute la course a été tellement fluide. Et là, c'est la première fois où j'ai ressenti... j'ai aucun souvenir de la course. Tellement j'étais dans mon mode programmé. Ok. Les souvenirs que j'ai, en fait, je les ai parce que j'ai revu les vidéos. Donc quand on me demande de remémorer cette course, je vois un écran et je me vois à l'écran via les images télé. Ah ouais. Et tu l'as revécu ce moment de... Là, c'est vraiment l'état de flow pur et dur. Tu l'as revécu au fur et à mesure de ta carrière? Pas de manière aussi intense. Cette course-là, en fait, c'était facile. J'ai aucun souvenir d'avoir souffert pendant la course. J'ai souvenir de la dernière ligne droite d'arrivée, oui, où là, je sors de cet état de flow et finalement, je réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Je suis content, mais en fait, je réalise pas vraiment que je suis en train de... je suis dans la dernière ligne droite des Jeux avec un drapeau et que je vais franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Cet espoir, ce rêve de devenir professionnel, et on prendra du recul sur ta carrière globale qui a été magistrale, tu l'as toujours eu quand tu as découvert le vélo? Tu t'es dit, voilà, moi je veux être professionnel, je veux faire ça tous les jours, ou c'est venu un petit peu comme le cyclisme et ta découverte par hasard? Totalement par hasard. Je suis devenu pro sans le vouloir. C'est-à-dire qu'au départ, très rapidement, j'ai eu des résultats qui m'ont permis d'avoir du matériel. Donc c'est vrai qu'au départ, le VTT, c'est quand même un sport. Il faut que les parents suivent parce que faut acheter un VTT, il faut acheter du matos, il faut aller sur les événements. Donc très rapidement, on m'a donné du matériel. Donc mes parents avaient pu acheter du matériel. Ensuite, commençait à avoir quelques petites primes ou des frais de déplacement qui étaient payés. Puis après mon premier titre olympique, titre de champion du monde en 98, donc en junior, quand tu es junior, tu as 18 ans, j'ai commencé à avoir un premier petit contrat, pas pro, mais un premier petit contrat. Donc j'ai été étudiant. Mais j'ai jamais... en fait, à chaque étape, j'étais content. J'ai dit, super, mes parents ont pu acheter un vélo. Mais j'ai jamais pensé. J'y ai pensé à un moment quand je me suis retrouvé un peu plus... Quand je me suis retrouvé à la fac, j'étais en fac de sport. Je m'étais dit j'allais faire fac de sport parce que ça allait être plus facile pour faire du sport. Mais en fait, pas vraiment, puisque j'avais un statut de sportif de haut niveau qui m'autorisait à manquer les cours. Mais en fait, c'était à moi de les récupérer. J'avais pas d'emploi du temps aménagé. Et je me suis rendu compte là que je faisais deux choses moyennement. Parce que j'étais pas 100% pro. J'avais signé chez Bianchi en Italie. Alors le premier trimestre à la fac se passait bien parce que c'était plutôt l'intersaison. Et par contre, dès février, j'étais beaucoup en stage en Italie. Ouais. Donc c'était difficile de dire à mon équipe qui me payait un petit peu, de dire non, moi, je suis allé à la fac. Mais d'un autre côté, quand je revenais de 15 jours de stage, j'étais largué. Donc là, il a fallu faire un choix. Mais voilà, et là, je me suis réalisé que soit je me lançais 100% professionnel, soit je continuais mes études, mais je pouvais pas difficilement faire les deux correctement. Donc j'ai pris le risque. C'est forcément un risque quand tu as 21 ans. 21 ans. Mais bon, je vais pas regretter. Ça a payé. Oui. C'est le genre de pari qui paye plutôt bien. Et on comprend un peu l'univers compétition, l'univers professionnel qui se cache derrière. Et dans 2-3 phrases que tu as pu me dire, et moi c'était vraiment un sujet que je voulais aller chercher avec toi, c'est la rigueur, tu vois, comme tu dis, j'étais programmé pour dormir, pour manger, pour m'entraîner, tu vois, on voit que c'est, comme tu dis, presque automatique.
C'est quoi le quotidien un petit peu du haut niveau pour aller chercher 2 médailles au jeu? C'est quoi le quotidien à l'entraînement si il y a quelques années je devais être avec toi tous les jours pour suivre un petit peu ça? Ah, c'est vrai que tu dois dédier ta vie à ton sport. Alors, j'ai pas trop parlé de sacrifice parce que c'était plutôt des choix. C'est-à-dire que j'ai dédié ma vie à mon sport, qui était mon métier. Mais forcément, je suis conscient maintenant, je réalise beaucoup plus de choses maintenant que j'ai arrêté. En fait, tant que tu es dans le truc, tu vis les choses et sans vraiment te rendre compte. Mais je me rends compte maintenant que j'ai vécu 20 ans dans un monde parallèle. Il a quoi de particulier ce monde parallèle? Ce monde parallèle, c'est un monde différent de la norme déjà, où tout est centré autour de la performance, de la compétition. Donc il y a plein de choses déjà quand j'étais jeune, voilà, je suis conscient de ne pas avoir une adolescence et un début de jeunesse normal, toi, pendant que mes copains ils allaient faire la fête, moi j'ai une course le lendemain où j'avais des entraînements à faire. Et puis ensuite un métier qui est quand même particulier, un métier sportif, surtout dans un sport comme le VTT. Quand tu es footballeur professionnel, ok, les gens ils comprennent que le footballeur professionnel est payé pour faire du foot. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, quand on me posait la question, tu fais quoi dans la vie? Je suis VTTiste. Ouais, mais tu fais quoi d'autre? C'est mon métier. Ah bon? Mais tu fais ça toute la journée? Je fais pas du vélo, du VTT toute la journée, mais en fait ça me prend toute ma vie. Ouais, c'est fou parce que tu vois, j'ai envie de te challenger sur ce que Romain Bardet a pu me dire en échange il y a quelques jours, il y a 2 jours même, où il disait en fait chaque minute à un moment donné de ta vie est consacrée à la performance. Et après tu la dédies comme tu veux à chaque pilier de la performance. Est-ce que tu rejoins un petit peu cette phrase qu'il a pu me dire? Tout à fait, ouais. Parce que quand tu es cycliste professionnel, ce qu'il y a aussi, c'est que tu es rarement chez toi. Donc en fait, entre les déplacements, même à la maison, entre les entraînements, mais quand tu rentres, côté la récupération, tous les à côté font que tu dédies, plus tu dédies de temps à ta pratique et plus tu vas être performant. Cette rigueur, cette notion de je veux m'entraîner, comme tu disais, tu t'es mis dans un état automatique. Est-ce que tu considères que par rapport aux athlètes qui t'entouraient, avec une prise de recul peut-être aujourd'hui, tu avais une rigueur qui était plus importante que certains athlètes? Comment tu te positionnes là-dessus? Après, il faut, pour performer, il faut aussi un bien-être mental. Donc, si la rigueur que tu te mets, elle t'impacte mentalement, ça marche pas longtemps. Pour faire une longue carrière, il faut quand même être bien dans ta tête, parce que justement, si ce que tu fais, si la contrainte devient trop importante et te pèse, et bien à un moment tu exploses. Donc moi j'ai jamais eu l'impression en fait que c'était je me suis jamais forcé, je faisais les choses parce que j'avais envie, déjà il y avait j'avais la passion pour, j'étais conscient d'avoir la chance de faire de ma passion mon métier, et ça j'étais vraiment beaucoup de gratitude de dire c'est quand même top quoi. Je me régale. Oui, des fois c'est dur l'entraînement, quand j'habitais dans les Vosges et qu'il faisait un temps pourri, et qu'il y avait des entraînements, des fois oui c'est forcément dur, mais je me dis ouais, mais d'un autre côté il y en a qui travaillent sur un chantier là dehors, et moi je vais partir peut-être 3h30 dehors, il y en a qui vont y aller toute la journée. Donc mais pour revenir au bien-être mental, c'est que si tu es ok sur le fait que tu dédies ta vie à ton sport, mais si ça t'apporte plus que ça ne te coûte, et là tu peux aller longtemps. C'est intéressant ce que tu dis. Ça c'est à retenir, cette phrase. Si tu viens de dire si ça t'apporte plus que ça ne te coûte. Ouais, du coup c'est intéressant. Donc ça veut dire que toi, cette notion-là, par exemple, parce que c'est vrai que c'est souvent un paradoxe qu'on peut voir, même chez les amateurs, des fois qu'on reçoit aussi. Des fois, ils sont là entre ce que ça leur coûte et ce que ça leur rapporte. Tu vois, ils ont un peu du mal à cibler ça. Toi, cette notion-là et cette phrase que tu viens de dire que je trouve très forte personnellement, tu l'as ressentie tout au long de ta carrière? Pratiquement. Y a une fois où justement j'ai perdu ça et ça m'a amené à l'échec.
2008, quelques semaines avant les Jeux, le championnat du monde était organisé en Italie, Val di Sole. Et là, je sortais d'une grosse période de domination. Après, on peut être olympique en 2004. J'ai tout gagné en 2005, 2006, 2007 et tout début 2008. Et j'étais rentré dans une routine où, en fait, je me posais pas la question moi et personne non plus. C'était Absalon, il va gagner, quoi. Il doit gagner. Si jamais je faisais deuxième, c'était une défaite. Et j'étais arrivé à ces championnats du monde un peu fatigué après une prépa parce qu'il y avait les Jeux derrière, donc il y avait eu une grosse prépa, un gros bloc d'entraînement et je savais que j'étais pas au top, que j'avais pas récupéré, j'en avais peut-être fait un peu trop à l'entraînement pour me rassurer et j'ai commencé à douter, mais la pression était énorme et j'ai perdu là le plaisir en fait parce que c'était la pression du résultat et l'obligation de résultat qui était devenue trop présente, trop écrasante et je prenais plus de plaisir. Et je me suis planté. Et ça m'a permis de ça m'a mis une grande claque dans la figure. Et ça m'a fait prendre du recul. Donc je me suis d'abord l'objectif principal derrière ça, c'était de récupérer parce que j'étais très fatigué, donc j'ai coupé. Et puis surtout, j'ai remis le plaisir au centre de ma pratique. Et puis voilà, tu relativises aussi sur ok, c'est que du sport. Et puis mais là justement je sais que si j'enlevais le plaisir dans ma pratique et dans mon quotidien, ça pouvait pas fonctionner. C'est aussi pour ça que je ne suis pas allé sur route parce que j'étais certain de ne pas retrouver autant de plaisir sur la route. Et je savais que j'avais besoin de ce plaisir tous les jours pour pouvoir me donner à fond. C'est vrai que ce que tu partages, c'est que tout à l'heure quand tu me parles, et c'est assez fort ce que tu dis de 2004 des Jeux, finalement d'un point de vue médiatique, quand tu arrives sur la course, personne t'annonce finalement comme favori. Et toi tu dis voilà, ça me plaisait bien aussi, je l'avais en tête de mon côté, mais t'aimais bien ce statut-là. Et c'est une question que je me pose souvent parce que du jour au lendemain, comme tu dis, il y a la victoire et en fait dès que tu arrives sur une course, Julien Absalon est là, un des grands favoris de l'épreuve. Comment tu réagis face à ça quand tu l'entends, tu vois? Est-ce que finalement ces 3 années et demie que tu nous partages, là ça n'avait que peu d'impact et ça a vraiment été un moment clé que ça a eu un impact, ou avec la prise de recul, cette position-là elle était assez dure à appréhender? Ouais, c'est plus dur d'être chassé que chasseur. C'est quand tu es numéro 1, t'as pas le choix, il faut rester numéro 1, tu peux pas aller plus haut. Par contre, dès que t'es pas premier, t'as rétrogradé, t'as perdu. Et puis ce statut de favori, quand en plus t'es ultra favori, après lorsque Nino Schurter est arrivé, c'était plus facile. Mais pendant cette période de domination, j'étais l'homme à battre. Et puis souvent, on attend en fait que le leader, que le favori se plante. Ouais, c'est vrai. J'avais plus de sympathie du public lorsque j'étais finalement devenu numéro 2 mondial, quand Nino Schurter est devenu numéro 1 mondial. Parce que là, quand tu es numéro 2, le public attend que tu ailles battre le numéro 1 mondial. Donc tu as plus de sympathie quand tu es numéro 2 que numéro 1. C'est fou, c'est un paradoxe en soi. Ouais. Et comment, toi, dans ton staff de performance, est-ce que par exemple la prépa mentale, etc., c'est des choses que tu as intégrées dans ta carrière? Et en tout début de ma carrière, c'était vraiment pas du tout commun. On n'entendait pas du tout parler de préparation mentale, ni même d'accompagnement mental. Donc j'ai mis en place des choses tout seul. Mon entraîneur était quand même assez calé là-dessus. Il venait du milieu psychiatrique, mon entraîneur, donc il m'a bien coaché, mais c'était pas la préparation mentale. Mais je me rends compte maintenant, quand je me retourne sur ce que j'ai fait, que j'avais mis en place finalement des choses. Et quand les préparateurs mentaux sont arrivés, je me suis posé la question de mais si moi aussi, peut-être ça m'aiderait à gagner encore quelques petits trucs. Et j'ai eu peur parce que je savais que j'avais mis en place des choses qui fonctionnaient et j'avais peur de déprogrammer ce qui fonctionnait. Et du coup, face à ça, tu n'y as pas été? Non. Ok. Mais en fait, c'est exactement ça. Maintenant que je connais les techniques de préparation mentale, je sais que c'est ce que j'ai utilisé de manière instinctive. Ouais, donc finalement,
tu as fait ta propre préparation mentale, tu as mis des concepts dessus et juste il y a personne autour de toi qui a mis ces concepts-là en lumière devant toi. Mais voilà, non, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un, avec un préparateur mental. Hein. Et quand tu dis une méthode, par exemple, pour arriver dans cet état de flow, plus que par exemple la partie automatique que tu me partageais tout à l'heure de voilà, je vais dormir, etc. Est-ce que tu pourrais partager là une méthode à nos auditeurs qui nous écoutent? Eh bien, quand j'avais l'impression, lorsque j'entrais sur un site de compétition, j'étais comme un acteur qui est rentré en scène. C'est-à-dire que je mettais un costume, le costume de champion. Donc, je devenais Absalon. Parce que quand je suis en Espagne, dans l'équipe Orbea, les Espagnols m'appelaient l'Absalon. Okay. Et au début, ça m'énervait un peu qu'on m'appelle par mon nom de famille. Et après, j'ai compris en fait que ces gens, ils appelaient pas ma personne, ils appelaient le champion. Donc j'ai dissocié le champion de Julien, ma vraie personnalité, et je devenais ce champion, cet acteur qui est rentré en scène, ce gars fort, qui doute pas. Tu avais donné des traits de caractère. Et je rentrais dans la personnalité. Et quand j'arrivais, parce qu'après c'est quand même difficile, tu vois, de rentrer dans le personnage tous les week-ends. Il faut que la course, il faut qu'il y ait un enjeu, Mais lorsque j'arrivais à rentrer dans cette carapace ou dans ce costume, je me sentais super fort et invincible parce que j'étais le champion qui était sûr de lui. Et dans ta post-carrière, entre guillemets, dans ta bascule, ce costume-là, ce personnage imaginaire, comment tu le vis? Parce que c'est souvent une période qui, des fois, quand on écoute différents athlètes, c'est une période qui peut être compliquée. Toi, comment tu l'as vécu par rapport à Julien Absalon, qui tu es, l'athlète, le performeur et la vision de demain? Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments là-dessus? C'est vrai que l'arrêt de carrière, c'est quand même quelque chose, lorsqu'on parle de demi-mort, c'est quand même assez vrai. Tu perds des choses et tu as des choses qui meurent. Et notamment, ça, c'est un des trucs les plus durs, c'est de perdre, de savoir que je pourrais plus jamais revêtir ce costume de champion et les sensations qui vont avec surtout. C'est pas juste le costume pour le costume, c'est la sensation de puissance que te donne ce costume. Ça, et il n'y a rien qui peut remplacer, tout à l'heure on parlait de victoire, mais cette sensation de victoire. Donc ça aussi, tu sais que tu pourras plus jamais l'avoir. Et bon, il faut se désaccoutumer à ça, comme un drogué doit se désaccoutumer ou s'adapter au manque. Ouais, c'est sûr. Et j'ai envie de dire, le costume, tu le remets d'une façon différente parce qu'on en a parlé en off et ça fait un petit moment qu'on échange et je me dis, on a quand même l'opportunité d'y aller. J'ai envie d'aller parler de la course à pied avec toi parce que c'est une nouvelle passion que tu as découvert. Justement, la pratique du trail, etc. Pourquoi aujourd'hui avoir découvert de nouveaux horizons, pas rester sur une pratique du vélo? C'était quoi un petit peu ta bascule sportive et le cheminement qu'il y a eu? Alors j'ai intégré la course à pied déjà dans ma carrière les 2 dernières années. Parce que donc, les circuits sont devenus de plus en plus compacts, de plus en plus courts. Donc qui dit circuit plus court dit montée plus courte. Et aussi durée de course plus réduite. Donc il fallait gagner en explosivité tout en ayant passé la trentaine. Donc c'était un challenge difficile parce que plus on prend de l'âge en général et plus c'est facile d'augmenter la durée et diminuer l'intensité. Mais je devais m'adapter à l'inverse. J'avais pas le choix. Bon, les années passent et ça tu peux rien faire. Mais il fallait être de plus en plus explosif. Donc c'était l'une des stratégies parmi d'autres qui me permettait de gagner en explosivité. Ce travail de course à pied que j'avais intégré. Et ça m'a beaucoup plu. Et lorsque j'ai arrêté ma carrière, j'ai monté mon équipe, Absolute Absalon. Je suis devenu manager. Et j'avais moins de temps pour avoir ma dose parce que je suis toujours addict au sport. Et j'ai toujours... c'est quelque chose... Puis en plus, j'ai pas forcément envie de me désintoxiquer au sport. Ça me plaît bien. Donc la course à pied me permettait d'avoir ma dose plus rapidement. Faire une sortie de vélo en dessous de 2 heures, déjà il faut préparer le vélo, tu sors difficilement pour moins de 2 heures, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Alors que course à pied, tu mets une paire de baskets, un short, un t-shirt, tu pars, et puis si tu as 45 minutes, tu peux déjà te bien mettre comme il faut avec une bonne séance. C'est une côte pas loin de chez toi. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivé à la course à pied.
au final, en course à pied, j'ai augmenté les distances. Et au final, j'ai jamais fait en vélo des durées d'entraînement aussi longues que ce que je fais à pied actuellement. C'est-à-dire que mes sorties les plus longues d'endurance vélo, c'était 5 heures, 5 heures et demie. J'ai jamais fait beaucoup plus. Alors que là, j'ai déjà fait des runs de course à pied de plus de 20 heures. En entraînement ? Non, pas en entraînement, en course. Okay. Mais en entraînement, je fais souvent 6-7 heures. Wow. Donc ça, c'est un peu paradoxal, puisqu'à la base, j'ai commencé la course à pied parce que ça permettait de faire plus court, mais maintenant, je peux plus long. Mais aussi la course à pied, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Je me régale toujours à faire du vélo parce que c'est toujours ma passion, mais j'ai plus envie de faire de compétition vélo. J'ai tourné la page, je suis plus compétiteur, et si j'essaye aujourd'hui de pousser fort sur un vélo, j'irai toujours beaucoup moins vite qu'avant. Donc j'ai aussi des repères. En vélo, on a quand même énormément de repères, surtout maintenant avec les capteurs de puissance. Entre la puissance, les watts, la puissance, la fréquence cardiaque, les moyennes horaires. Tu deviens fou avec les chiffres. Balancez-moi ce compteur, je ne veux plus le voir. Donc, et notamment mon vélo de cross-country, VTT de cross-country, j'ai du mal à le reprendre parce qu'il est trop associé à la compétition. Je me régale beaucoup plus avec un vélo de route, en gravel, en vélo d'enduro, en e-bike, parce qu'il y a moins de rapport et moins d'association de la machine avec... pour moi, le vélo de cross-country, c'était ma machine de compétition. Et j'ai envie de comprendre, tu vois, le lien physio et psycho entre ta carrière dans le cyclisme et la pratique du trail aujourd'hui. D'un point de vue vraiment physio-sportif, est-ce que pour toi ça a été d'une facilité exceptionnelle de passer du vélo au trail ? Comment tu l'as vécu cette partie-là d'un point de vue vraiment purement physique ? Alors déjà, pour poursuivre dans la discussion de la question précédente, moi je me considère plus comme athlète. Je suis un sportif maintenant. Donc sportif compétitif, parce que quand tu as été compétiteur, tu le restes, et quand je m'aligne sur une course de trail, j'ai l'esprit de compétition, mais voilà, je me considère plus comme un athlète. Et quand tu es cycliste et que tu passes à la course à pied, c'est 2 sports d'endurance, donc très rapidement, tu peux mettre à profit tes aptitudes d'endurance, ta VO2 max. Le challenge du cycliste, c'est d'apprendre de passer d'un sport porté à un sport à impact. Donc ça veut dire qu'il faut y aller quand même progressivement, et c'est le problème du cycliste, c'est quand il arrive à la course à pied, il n'est pas limité au niveau cardio. Par contre, il est encore plus limité que quelqu'un d'autre au niveau articulaire. Donc là, c'est là que les problèmes arrivent si tu ne vas pas assez progressivement, parce que tu te blesses. J'ai découvert en course à pied qu'on se blessait en s'entraînant. En VTT, je me blessais en tombant. Là, tu te blesses en t'entraînant. Et notre facteur limitant, c'est clairement l'excentrique. Donc, lorsque tu es en course à pied en descente, tu dois retenir ton poids de corps et faire travailler notamment tes quadriceps. Dans le sens inverse, en vélo on pousse, on est en concentrique, et course à pied on doit travailler en excentrique, et là ça fait vraiment très 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 mal aux jambes pour un cycliste, et ça prend du temps avant que ça vienne. Donc là, au bout de quelques années, ça commence. Au début, les douleurs au quadri en descente arrivent au bout de 20 km, puis ensuite 30, puis 40, puis 50, et là maintenant je sais que je suis capable de faire 70-80 km sans avoir mal aux jambes. Et d'un point de vue mental, sur cette pratique-là de l'ultra-trail, j'ai envie de dire, est-ce que tu vis des hauts et des bas dans ce sport que potentiellement tu vivais aussi dans le vélo ou tu ne vivais pas ? Comment ça se passe sur cette partie vraiment plus ultra, sur un 80 km par exemple ? Ce qui est très différent, c'est que je pense que ce soit le niveau, que ce soit le mien, ou même les concurrents qui sont devant en ultra trail, tu te bats avant tout contre toi-même. En VTT, tu es en confrontation directe. Donc c'est-à-dire que si tu as un concurrent qui accélère, tu dois le suivre. Peu importe alors que là, ça sert à rien en fait. Si tu pars pour 80, 100, 160 km, si tu vas sur un rythme qui n'est pas le tien, tu vas exploser. Donc c'est vraiment différent. Voilà, tu es plus concentré sur l'effort que tu peux maintenir sur la durée que tu as à faire, et c'est ça qui compte. Et d'un point de vue sportif pur,
Est-ce qu'avec une prise de recul, désormais, la course à pied, tu l'aurais intégrée dans ta carrière au fur et à mesure des années, ou alors c'est quelque chose que tu n'aurais pas souhaité faire? C'est quelque chose que j'aurais intégré beaucoup plus tôt. C'est vrai que dans mes premières parties de carrière, on était encore sur un cyclisme très traditionnel, avec pas trop d'ouverture d'esprit. Donc un cycliste, il devait faire du vélo et point barre. Il avait le droit de courir l'hiver, voilà, avec un peu de PPG, préparation physique générale. Et on a vu donc les méthodes anglo-saxonnes notamment qui sont arrivées dans le cyclisme et qui ont un peu tout révolutionné. Et maintenant, il est clair que les cyclistes sont des athlètes plus complets qu'ils ne l'étaient par le passé, parce que tous les cyclistes maintenant font de la muscu, même en saison, font du gainage, font plein... Et on parle de transversalité, c'est ce que tu vas travailler dans un sport, tu peux le transposer dans ton sport. Et ça, c'est super intéressant. Maintenant, tout le monde le fait, mais il y a encore 10-15 ans, c'était pas du tout la norme. Écoute, Julien, franchement, un grand merci pour ce partage, un grand merci pour ton temps. Et puis, personnellement, un grand bravo aussi pour la carrière que tu as effectuée et pour le chemin que tu continues de prendre. Donc, merci beaucoup et je te dis à très vite. Merci à toi. Merci. Ciao.